tous et à toutes. Je m'appelle Frédéric Méran, je suis le directeur scientifique du Cerium et je vous souhaite la bienvenue au colloque L'Afrique en chantier. En fait, je vous convie à 3 jours d'échange, d'analyse et de débat avec des chercheurs, des acteurs et des praticiens qui figurent parmi les meilleurs observateurs du continent africain, qu'ils soient situés en Afrique, en Europe, aux États-Unis ou au Québec. Alors, c'est un colloque avec évidemment, dans le cadre évidemment du mois de l'histoire des Noirs, avec une focale sur la francophonie, mais surtout un colloque qui est fondé sur la conviction qu'il se passe des choses passionnantes sur le continent africain, autant sur le plan économique que sur le plan social et politique. Alors, des événements, des tendances, des défis dont on doit prendre la mesure, y compris dans leurs répercussions pour le Québec. Demain, nous aborderons spécifiquement la question des mouvements sociaux, de la riche vie politique et sociale du continent, avec des spécialistes du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest notamment. Jeudi, en partenariat avec l'Observatoire de la francophonie économique, nous analyserons les perspectives économiques en Afrique. Nous parlerons à des acteurs du monde des affaires qui nous rappelleront les opportunités souvent négligées sur ce continent, mais nous entendrons aussi des voix critiques, notamment d'une jeune génération de chercheurs et de chercheuses. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux relations internationales, aux enjeux de sécurité, à la géopolitique, avec, sous le chapeau assez large de la diversification des partenariats, l'inscription de l'Afrique dans le grand échiquier mondial, la montée en puissance de la Chine, le rôle des États-Unis, les anciennes puissances coloniales, évidemment, mais surtout, nous allons nous intéresser aux dynamiques internes et régionales à l'Afrique. Alors, si vous avez des questions pendant et après les présentations de nos intervenants, Steve et Myriam se feront un plaisir de les sélectionner. Il suffit d'utiliser la boîte Q et A sur votre interface et le Mamoudou Gazibo, l'animateur du premier panel, posera les questions en votre nom aux intervenants. Je précise aussi que si vous voulez revoir ou réentendre le colloque, ce sera possible pendant des mois et des mois à venir. Il sera disponible en vidéo sur le site du Cerium et également en format audio sur les balados du Cerium qui est disponible à la fois sur Apple, Spotify et d'autres endroits. Alors, dans quelques instants, je vais vous présenter mon collègue Mamoudou Gazibo qui va animer le premier panel. Mais tout d'abord, je voudrais dire un mot sur la longue relation qui lie le Cerium au ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Aujourd'hui, c'est le 17e colloque du Cerium. C'est le 6e colloque soutenu financièrement par le ministère des Relations internationales et de la francophonie. C'est un partenariat très précieux pour nous parce qu'il nous permet de développer une expertise québécoise sur des enjeux internationaux, notamment commerciaux. Alors, en introduction de ce colloque, j'aimerais accueillir Mme Hélène Drainville, qui est sous-ministre adjointe aux relations Afrique-Francophonie et affaires multilatérales. Elle nous fait l'honneur d'inaugurer ce 17e colloque annuel du Cerium, l'Afrique en chantier. Alors, Mme Drainville, je ne ferai pas une présentation biographique de vous, puisqu'elle est disponible sur Internet. Je vous cède immédiatement la parole pour quelques mots d'introduction. Merci d'être là. Merci, M. Méran. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers amis. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole en ouverture de ce colloque-là. Il faut bien le reconnaître, la formule virtuelle imposée par la situation sanitaire nous offre tout de même certains avantages, par exemple de rassembler des auditoires de plusieurs pays sans les contraintes associées au déplacement. Le ministère des Relations internationales et de la francophonie, vous l'avez dit, est un fier partenaire du Cerium et on est heureux, encore une fois, cette année, de s'associer à ce colloque-là annuel. Nous voyons ce rendez-vous comme un moment privilégié d'échange qui vise à rapprocher les milieux politiques de la recherche, de la pratique des relations internationales et ce, de manière à porter un regard, je dirais, multidisciplinaire sur les grandes tendances de la géopolitique. Pour nous, MRIF, il est certain que ce partenariat avec le Cerium est un levier supplémentaire pour renforcer notre propre veille stratégique à l'international. L'un des avantages, c'est que les chaires et centres de recherche offrent, je dirais, un regard indépendant qui vient alimenter notre propre réflexion au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Je tiens donc à remercier le Cerium de consacrer cette édition à l'Afrique et à ses chantiers. Nous sommes d'ailleurs à élaborer une stratégie de positionnement du Québec
pour l'Afrique que notre ministre Nadine Giroux dévoilera prochainement. Cette stratégie vise à réaffirmer l'importance des relations que le Québec entretient avec ce vaste continent en changement et à renforcer les partenariats entre le Québec et la francophonie et l'Afrique. L'économie et la coopération constituent deux thématiques importantes de votre colloque. Ces deux thèmes sont aussi des piliers de la passerelle multisectorielle que le gouvernement du Québec souhaite réaffirmer dans cette stratégie sur l'Afrique. En plus de ces piliers qui constituent des priorités de notre action, s'ajoutent également l'éducation, l'enseignement supérieur et la culture. Mais pourquoi s'intéresser à l'Afrique? Pourquoi s'y investir? La croissance économique que connaît le continent est certainement un des principaux éléments à considérer. Depuis plus d'une décennie, l'Afrique connaît une croissance annuelle moyenne de son PIB de près de 4 %. En 2016, 6 des 10 pays au monde ayant la plus forte hausse de leur PIB étaient africains. En raison de la pandémie du coronavirus, plusieurs États africains sont entrés en récession, comme le reste de l'économie mondiale d'ailleurs, mais les nombreux investissements étrangers sur le continent africain demeurent importants et vont certainement favoriser une relance économique rapide. L'intégration économique que laisse entrevoir la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, devrait par ailleurs rendre les pays du continent moins exposés aux crises mondiales, entre autres en matière d'approvisionnement. L'Union africaine aspire aussi à créer un marché unique pour les biens et les services destinés à 1,2 milliard de personnes, un marché basé sur la libre circulation des activités et des investissements. La ZLECAf représente un marché avec un PIB de 2 500 milliards de dollars américains. C'est beaucoup, beaucoup de bidou, diraient les Québécois, beaucoup, beaucoup d'argent. Elle va devenir l'une des plus grandes zones de libre-échange du monde depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, donc depuis 25 ans. Elle va contribuer assurément à l'accroissement de la classe moyenne. D'ailleurs, la Banque africaine de développement, la BAD, anticipe une augmentation de cette classe moyenne de 66 % d'ici 2030. 2030, c'est dans 8 ans, ça, c'est vraiment tout près. Et par ailleurs, l'urbanisation accélérée de l'Afrique croît déjà de 4 % par année. Si la crise sanitaire a démontré l'importance de diversifier les marchés afin de pouvoir pallier aux perturbations de l'économie mondiale, elle nous aura également amené à prendre la pleine mesure de l'importance de la solidarité internationale et de la coopération dans un système international qui s'appuie sur l'interdépendance des sociétés. C'est d'ailleurs dans cette voie que le gouvernement du Québec veut engager sa diplomatie économique. Bien sûr, il faut aider les entreprises québécoises dans leur démarche d'exportation et d'implantation sur les nouveaux marchés internationaux en émergence, notamment ceux situés en Afrique. Cela dit, nous souhaitons aussi en faire des acteurs qui peuvent contribuer de façon positive au changement en cours dans ces pays en grande effervescence avec l'appui de nos établissements d'enseignement, nos artistes, nos institutions culturelles et nos organismes de coopération internationale. Chacun de ces acteurs peut aider à développer des modèles économiques plus durables, plus équitables dans une approche de partenariat où tout le monde y trouve son compte. Pensons à l'apport que peuvent avoir des entreprises québécoises spécialisées dans le secteur des technologies de l'information, à l'offre de formation professionnelle et technique que peuvent proposer nos établissements d'enseignement dans ces domaines, à l'intégration de ces technologies de l'information dans des créations artistiques conjointes, par exemple, ainsi qu'aux discussions qu'elles peuvent susciter au sein de forums internationaux lorsqu'il s'agit d'examiner l'impact de ces technologies sur la diversité des expressions culturelles à l'ère du numérique. Ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d'autres, mais qui, lorsque mis en commun, permettent de mettre en valeur le véritable leadership du Québec.
C'est de cette manière que le Québec entend marcher aux côtés de ses partenaires africains. Et pour ancrer son action dans ce principe bien affirmé, le gouvernement du Québec se doit d'établir et d'entretenir d'excellents rapports bilatéraux. Voilà pourquoi nous avons ouvert 3 représentations sur le continent africain. D'abord à Dakar au Sénégal en 2016, à Abidjan en Côte d'Ivoire en 2017 et à Rabat, le petit dernier, au Maroc en 2018. Nos équipes sont là pour bâtir des relations à long terme et donc de permettre de favoriser et faciliter les échanges. Pour s'avérer être un partenaire précieux, le Québec doit miser sur son savoir-faire spécifique, mettre de l'avant ce qui le distingue des autres, faire valoir son dynamisme en affaires et tabler sur son approche nord-américaine. L'Afrique connaît de beaux succès économiques. Ce continent se distingue, entre autres, par la rapidité et l'ampleur avec laquelle elle peut réaliser des avancées technologiques. Avec sa population jeune et ambitieuse, de plus en plus instruite et intégrée à des réseaux internationaux, le continent possède assurément les atouts requis pour relever les défis macroéconomiques du moment et être ainsi l'instrument de sa propre transformation. Rappelons-nous que la population africaine doublera d'ici 2050 pour atteindre 2 milliards d'habitants. De ce nombre, 60% auront moins de 30 ans. La plus grande ressource africaine demeure certainement son capital humain. Sur le continent africain, le français est une langue d'affaires et un vecteur de développement économique. D'ailleurs, selon l'Observatoire de la francophonie économique, le partage d'une langue commune favorise les flux bilatéraux de commerce et pourrait augmenter le commerce bilatéral d'environ 44%. Le leadership qu'exerce le Québec au sein des instances de la francophonie permet de créer de nombreux partenariats avec des États d'Afrique francophone. Récemment, le Québec a contribué de façon significative à l'élaboration et l'adoption de la stratégie économique de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, en insistant pour que celle-ci soit centrée sur l'impact concret de ses actions. Sa mise en œuvre effective constituera l'une des priorités aux côtés du numérique et de la découvrabilité des contenus francophones en ligne que le Québec compte promouvoir à l'occasion du sommet de la francophonie qui se tiendra à Djerba en Tunisie en novembre prochain. En prévision de cet événement phare pour la francophonie internationale, le MRIF a d'ailleurs lancé un appel à projet numérique Québec-Tunisie visant à stimuler les collaborations au regard de la recherche et de l'entrepreneuriat appliqué. Cet appel à projet a toujours cours et vient compléter une série d'autres initiatives similaires que le Québec a l'habitude de lancer annuellement afin de créer des liens collaboratifs avec certains pays africains, dont le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, l'Afrique vit évidemment sa part de défis, dont certains auront été accentués par l'actuelle pandémie. À titre d'exemple, pensons seulement à la fragilité ravivée au regard de la sécurité alimentaire. L'Afrique n'est pas non plus un bloc monolithique. Chaque pays a ses contraintes auxquelles il faut s'adapter. Le Québec, à cet égard, peut tabler sur l'expérience de ces organismes de coopération internationale qui sont sur le terrain depuis plus de 50 ans. Pilier des relations du Québec avec l'Afrique, la contribution de ces organismes et de leurs partenaires locaux s'inscrit dans les objectifs de développement durable des Nations unies. Elle apporte des bénéfices concrets en faveur de la réduction de la pauvreté, de la paix, de l'égalité, de l'environnement, la création de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation économique, je pense en particulier pour les jeunes et les femmes. La solidarité internationale permet par ailleurs le développement de collaborations politiques, économiques et institutionnelles. À cet égard, je donne souvent en exemple le programme de coopération climatique internationale du Québec, communément appelé le PCCI, qui permet de faire rayonner l'expertise du secteur privé, de la société civile et des établissements de recherche et d'enseignement du Québec. Ce programme est l'un des 15 lauréats
des prix de l'action climatique mondiale décerné par l'ONU. Il y a un autre exemple, le Fonds d'investissement solidaire international du Québec, communément appelé FISIC, qui est une autre initiative novatrice soutenue par le MRIF, qui veut mobiliser des acteurs de divers horizons autour d'un projet commun et qui peut contribuer à rapprocher l'entrepreneuriat québécois et solidaire. Le FISIC est un outil financier socialement responsable qui apporte des prêts et garanties de prêts à des entreprises et des organisations collectives situées dans les pays en développement, notamment en Afrique. Il est opérationnel depuis mai dernier et répond à des enjeux importants pour nos partenaires africains, notamment ceux de l'entrepreneuriat et d'un plus grand accès aux crédits. Mesdames et messieurs, rarement, je pense, l'Afrique n'aura été au centre de toutes les attentions qu'elle ne l'est aujourd'hui. Son potentiel immense et multiple en fait un pôle d'attraction indéniable. L'essor économique constaté au cours des dernières années ne s'est toutefois toujours pas inscrit dans une perspective durable, c'est-à-dire en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans une optique d'amélioration du bien-être des populations. Les Africains sont les premiers acteurs de leur développement et doivent pour ce faire pouvoir compter sur la coopération de partenaires qui sont prêts à les appuyer pour un développement inclusif. Dans cette nouvelle réalité, le ministère des Relations internationales et de la francophonie poursuit son engagement en Afrique, mais il importe d'abord de bien saisir quels sont les besoins et la nature de l'appui que nous pouvons apporter, ainsi que de cerner les défis. La part de vos recherches peut se révéler déterminant en ce sens et contribuer au succès de notre diplomatie. Je tiens donc à vous assurer que nous suivons avec grand intérêt vos travaux. Je vous souhaite des échanges stimulants et enrichissants et je vous remercie de votre attention. Merci Hélène Drainville, merci pour ce mot d'introduction qui nous permet de mesurer l'intérêt non seulement croissant, mais tangible du gouvernement du Québec pour l'Afrique. Donc, c'est une chose dont, à titre personnel, je me réjouis. Je précise aussi que nous allons recevoir jeudi le délégué général du Québec à Dakar, M. Iya Touré. Alors, sur ce, je vais passer la parole à mon collègue Mamoudou Gazibo. Je le présente très brièvement, puisqu'il se passe de présentation. Mamoudou Gazibo est professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. À ce titre, il a formé déjà quelques générations de spécialistes de l'Afrique à l'Université de Montréal et au Québec en général. C'est un expert sollicité, à la fois de la part des gouvernements et des médias. C'est aussi un enseignant dont la réputation dépasse largement les murs de l'Université de Montréal. Et une de ses contributions à la recherche, c'est d'avoir justement, on pourrait dire, normalisé l'étude de l'Afrique en l'inscrivant dans le cadre de la politique comparée. Et donc, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans cette perspective. Il est au Cérium le directeur du PRAM, du pôle de recherche sur l'Afrique et les mondes émergents, donc un sujet qu'il a commencé à labourer depuis quelque temps déjà, sur lequel il a été un précurseur, et il est membre du JIRSA, qui est le principal regroupement d'africanistes au Québec. Alors, Mamoudou Gazibo, je te cède la parole puisque tu prends maintenant le contrôle des manettes pour animer ce premier panel du colloque L'Afrique en chantier. Merci Frédéric, merci pour ta trop généreuse présentation. Merci aux panélistes, aux trois panélistes que je vais présenter bientôt. Merci à toute l'assistance. Je pense qu'on aurait pu garder Madame Drainville aussi comme panéliste finalement parce que moi j'étais à Dakar avec quelques collègues et puis on a visité le bureau du Québec à Dakar. Ils nous ont très bien reçus. On a vu que le Québec se déployait aussi. Et ça tombe bien parce que ce panel est consacré d'une certaine façon au renouveau des relations internationales africaines. Comme Frédéric l'a dit en introduction, ces dernières années, de nouveaux acteurs et de nouvelles modalités d'intervention sont apparus dans le champ de la coopération internationale en Afrique, aux côtés des partenaires traditionnels comme la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, les pays occidentaux en général. On a vu arriver des acteurs
peut-être pas si nouveau que ça, mais la Chine, c'est sûr que c'est le gros acteur auquel on pense dès qu'on entrevoit ce type de questions. Mais il faut noter aussi d'autres émergents, la Turquie, le Brésil, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, donc souvent des petits pays, mais qui ont des ambitions grandes sur la scène internationale. Et ce renouveau, bien entendu, vient avec des opportunités, mais aussi avec des défis. Et donc, ce panel qui nous réunit aujourd'hui vise justement à faire le tour de ces questions-là. Et les participants discuteront des acteurs émergents de la coopération internationale en Afrique, de leur domaine d'intervention, ainsi que des occasions et des défis de la multiplication des partenariats de coopération sur ce continent, donc africain. Donc, on aura trois panélistes, d'abord dans l'ordre de leur intervention. Sonia Le Gourielec, qui est maître de conférence à l'Université catholique de Lille, à la faculté de droit. Elle était auparavant chercheure à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, IRSEM, du ministère des Armées, chargée de l'Afrique subsaharienne. Ses propos seront axés sur le partenariat de coopération entre certains pays de la Corne de l'Afrique et la Chine. Ensuite, nous aurons Landry Signé. Landry Signé est chercheur principal à la Brookings Institution à Washington et à l'Université Stanford en Californie. Il est aussi professeur titulaire et directeur principal à la Thunderbird School of Global Management en Arizona. Ses interventions porteront principalement sur les relations de coopération entre l'Afrique et la Chine, la Russie, mais aussi les États-Unis, la Corée du Sud et la France. Et enfin, nous aurons Madame Dr Niagale Bakayoko. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de Sciences Po Paris. Elle est aussi présidente de l'African Security Sector Network et spécialiste de la réforme des systèmes de sécurité en Afrique francophone, des politiques de sécurité internationale menées en Afrique subsaharienne, ainsi que des mécanismes africains de gestion des conflits. Ces interventions seront principalement axées sur les enjeux des politiques de sécurité internationale menées par les puissances étrangères en Afrique subsaharienne. Donc, le panel va durer autour de 40 minutes, donc je vais vous demander d'être très concis dans vos propos et nous essayerons d'avoir une discussion dynamique. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser des questions très spécifiques à chacun de vous et je vous demanderai de tenir, on va essayer de tenir une douzaine de minutes. Donc, je vous poserai 2-3 questions dépendamment du temps que vous prendrez à répondre, ce qui nous permettra d'avoir du temps pour que l'assistance pose ces questions et que vous puissiez leur donner un retour. Donc, je vais commencer d'abord par, parce que le sujet, je vais commencer par une entrée plus large, donc avec Sonia Le Gourielec. Sonia, la Chine fait aujourd'hui partie des acteurs influents de la coopération sur le continent africain, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Première question, pouvez-vous nous dire un peu très succinctement sur quel domaine stratégique repose principalement la coopération entre la Chine et les pays africains, particulièrement ceux de la Corne de l'Afrique sur lesquels portent vos travaux? Oui, alors, du coup, je réponds à cette question-là et après, il y a une autre question, c'est ça ou je... Oui, okay. Allez-y et puis je vais vous relancer parce que ça permettrait peut-être de mieux gérer le temps. Je voulais faire, avant d'expliquer pourquoi la Chine en particulier, je voulais juste, alors déjà merci pour cette invitation, merci pour ces premiers apports, c'est déjà assez éclairant aussi. Je ne savais pas que le Québec avait des représentations dans 3 pays d'Afrique, donc j'apprends aussi plein de choses. Alors, effectivement, je proposais aujourd'hui de parler un peu de la Corne de l'Afrique parce qu'il me semble que depuis quelques années, c'est une région qui fait l'objet d'un intérêt accru ou renouvelé, en tout cas, de nombreuses puissances globales, dont la Chine. Et du coup, pour reprendre ce que disait Frédéric Mérand, il me semble qu'il se passe des choses passionnantes en Afrique et dans la Corne de l'Afrique en particulier, autour de ces coopérations. Et alors, on a beaucoup entendu parler de cette présence chinoise, mais comme vous venez de le dire, ce n'est pas que la Chine, puisqu'on a des coopérations avec les anciennes puissances coloniales, que ce soit les Italiens,
qui étaient présents dans la Corne, les Français, les Britanniques. On a une coopération de sécurité qui s'est vraiment axée sur la sécurité. Si je fais une typologie, donc avec les simplifications qui vont avec, on a une coopération de sécurité qui s'est mise en place aussi à partir des débuts des années 2000 avec les États-Unis et la fameuse Global War on Terror qui a été lancée, et donc la base américaine qui s'est installée à Djibouti, la première base américaine sur le continent. Après, avec la lutte contre la piraterie, c'est là qu'on a la Chine qui est arrivée. Donc, on est autour des années 2008-2010, avec l'arrivée de l'Union européenne, des Espagnols, des Allemands, des Japonais, des Chinois dans la région. Et puis, très récemment, on a aussi le retour de la Russie qui va avoir des installations militaires sur la côte de la mer Rouge au niveau du Soudan. Et puis, on a, comme vous l'avez dit aussi, d'autres acteurs dont on parle un peu moins, qui sont à la fois sur des questions sécuritaires et économiques. Je pense à la Turquie, je pense aux pays du Golfe, surtout dans la Corne de l'Afrique. Et c'est vrai que pourquoi la Chine intéresse particulièrement et pourquoi tout le monde a les yeux rivés sur la Chine et les oreilles, j'ai presque envie de dire, rivés sur la Chine dans la Corne de l'Afrique, parce que la Corne de l'Afrique fait partie, est l'une des routes maritimes, et la route maritime des nouvelles routes de la soie qui ont été lancées, le grand projet qui a été lancé en 2013 par la Chine, donc la Belt and Road Initiative, qui englobe pour sa partie maritime la Corne de l'Afrique. Alors, c'est pour ça que la Corne de l'Afrique répond très bien au titre du colloque, c'est un peu le grand chantier de l'Afrique, c'est aussi le grand chantier de la Corne de l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de constructions et de travaux actuellement dans la Corne de l'Afrique. Alors, certes, je vais parler un peu de la Chine dans cette région, mais en rappelant bien qu'il n'y a pas un modèle type de coopération chinoise sur le continent africain. Il existe quand même des différences notables en fonction des pays dans lesquels la Chine intervient. Donc, ce qui se passe avec la Chine au Sénégal, ce n'est pas la même chose que la Chine au Niger ou la Chine à Djibouti. L'idée centrale, quand même commune, qui me semble revenir dans les discours, c'est ce fameux slogan « gagnant-gagnant ». Donc, qui semble exclure l'idée d'aide au développement qu'avaient pu avoir les Occidentaux. Mais pour diverses raisons et aussi de concurrence avec les Occidentaux, ce terme d'aide revient assez souvent quand même dans les discours et tout simplement dans les panneaux qu'on peut voir sur les bords des routes, au bord de nouvelles infrastructures qui sont faites par les Chinois en Afrique. Donc, on a un modèle chinois de coopération économique qui ne fonctionne pas à tous les coups, qui est l'idée de pouvoir s'appuyer sur un grand groupe, des grands groupes d'États pour réaliser en fait des projets qui ne sont pas nécessairement rentables à court terme, c'est ça qui est intéressant, mais qui permettent à la Chine aussi de se poser, de se positionner, d'avoir un positionnement privilégié sur des questions économiques et stratégiques. Donc, vous l'avez compris, dans la Corne de l'Afrique, la coopération se fait principalement en termes d'infrastructures, dans le secteur des infrastructures. Alors, parfois, ça a été une coopération, j'allais dire, opportuniste. Il y avait des projets d'infrastructures qui étaient en cours et qui ont été englobés dans le projet de Belt and Road Initiative. Et c'est quand même un projet, enfin des projets très structurants et très importants, puisque à Djibouti, par exemple, vous avez un investissement et des prêts aussi, on va y revenir, sur les ports, sur les chemins de fer, sur les canalisations d'eau, sur des zones franches, des routes, etc., qui sont évalués à près de 1,4 milliard de dollars entre 2012 et 2018. Alors, ça paraît être un chiffre comme ça, voilà. 1,4 milliard, c'est quand même la moitié du PIB de Djibouti. Et au départ, en plus, les Chinois avaient annoncé 14 milliards. Donc, pour l'instant, ils ont fait qu'un 1,4 milliard, entre guillemets, mais ça paraît quand même très, très, très important. Et ce qui est très intéressant également, c'est que ce qui est prévu dans ce petit pays qui est Djibouti, c'est quand même la création d'une dizaine de ports. Et donc, il y a déjà le port de Doralé qui a été construit en presque 2 ans avec une base militaire chinoise juste à côté. Et puis surtout, l'idée, c'est de toujours avoir cette connexion avec le grand émergent, Djibouti n'étant qu'une porte d'entrée vers le reste de la Corne de l'Afrique. Et donc, c'est d'avoir cette connexion avec le grand émergent qu'est l'Éthiopie. Et donc, un des premiers grands projets a été la création d'un chemin de fer
la recréation, j'ai presque envie de dire, parce que les Français avaient créé un chemin de fer à la fin du 19e siècle. Et là, si vous suivez la route, vous avez l'ancien chemin de fer d'un côté et le nouveau chemin de fer de l'autre qui a été créé. Donc voilà, pour répondre déjà à cette première question, en redonnant un très grand contexte, sur l'Afrique de l'Est, pour l'instant, ce sont principalement des questions, enfin, dans le secteur des infrastructures, qu'on a une coopération avec les pays africains. Alors, en fait, finalement, je vais vous poser deux autres petites questions. J'en avais juste une, mais votre intervention m'a fait penser à un aspect qui me paraît très important, la fameuse Belt and Road Initiative, qui est, comme on le sait, débattue pas seulement en Afrique, mais un peu partout dans le monde. Est-ce que, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un début d'exécution. On voit vraiment des projets qui sont en route. Et la question que cela pose, c'est est-ce qu'on voit véritablement le fameux partenariat gagnant-gagnant dont vous avez parlé dans le cas de Djibouti ou d'autres pays de la Corne de l'Afrique? Ça, c'est le premier aspect. Deuxième, est-ce que, je sais que vous travaillez beaucoup sur Djibouti, sur d'autres pays, notamment, je pense, les Émirats arabes unis, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on voit des conflits, par exemple, autour de, notamment un pays comme Djibouti, où il y a des bases militaires françaises, américaines, si je ne me trompe pas? Est-ce qu'on voit des conflits ou des tensions autour de la présence d'autant d'acteurs dans un petit bout d'Afrique comme celui dont vous parlez? Ah oui, tout à fait. Alors, le côté gagnant-gagnant, pour vous donner l'expérience de 2 terrains que j'ai pu faire, au début des années 2017, de l'année 2017, vous aviez pratiquement une inauguration par jour à Djibouti. Alors, on fait l'inauguration, on pose la première paire, il y a une fête. Une fois que c'est achevé, on fait une fête également. Et vous aviez pratiquement tous les jours. Et il y avait véritablement un élan, beaucoup d'espoir. Et j'ai envie de dire qu'il y a un aspect psychologique qui est quand même très important. Pourquoi? Parce que moi, on me disait, Abio, c'est fini maintenant. Abio, c'est la maman. Et la maman, c'était la France. La France, c'est fini maintenant ici à Djibouti. Et il y avait beaucoup d'espoir sur le fait que toutes ces constructions, ces infrastructures, tous ces projets allaient permettre de faire baisser le chômage et de donner de l'emploi à toute la jeunesse du continent. Et puis surtout, au-delà des infrastructures, il y avait des projets de créer un hub financier de télécommunications, de tourisme, etc. Donc, il y a eu cette période d'euphorie, je dirais presque, et qui est un peu retombée parce que le gagnant-gagnant, le cas de Djibouti est un cas exceptionnel et il ne faut pas le généraliser à tous les autres, mais Djibouti est tombé un petit peu dans un autre face-à-face. Voulant sortir du face-à-face français avec la France en multipliant les partenaires, en faisant de la concurrence, en mettant en concurrence ces différents partenaires, et puis finalement, comme beaucoup d'autres pays africains aussi, en disant qu'ils acceptaient aussi les plus offrants et qui prenaient les différentes coopérations, eh bien Djibouti est tombé dans un autre face-à-face et la symétrie s'est accrue qui peut aujourd'hui questionner. Et le gagnant-gagnant, c'est un petit peu la gueule de bois aujourd'hui, je dirais, puisque vous avez beaucoup de Djiboutiens qui se disent qu'au final, il n'y a pas eu beaucoup plus d'emplois que ça, et que les craintes que pouvaient émettre les institutions internationales et les autres partenaires sur notamment la solvabilité de la dette et le poids de la dette, aujourd'hui pèsent véritablement, puisque les Djiboutiens sont obligés de négocier un rééchelonnement de la dette et ça peut aussi peser dans les négociations avec les autres partenaires. Je donne un exemple. La semaine dernière, le président djiboutien était en visite officielle en France pour la renégociation, entre autres, des accords de défense. Et la question s'est posée justement s'il n'y avait pas un troisième acteur dans ces négociations, puisque il y avait eu des rumeurs déjà que que Djibouti demanderait à la France de céder certains espaces qu'elle occupe parce que les Chinois pourraient en avoir l'utilité. Et c'est revenu dans les négociations en disant que c'était pour les Djiboutiens, mais on s'est dit que ce n'est pas les Chinois qui sont derrière. Et quelle est la marge de manœuvre dans les négociations de l'acteur étatique djiboutien? La question s'est posée, revient assez fréquemment, effectivement. Mais là, Djibouti est quand même un cas particulier et on en arrive à un point qu'on se demande parfois s'il ne va pas y avoir un scénario à la sri-lankaise où le Sri Lanka a vu son port construit par la Chine, n'a pas pu rembourser la dette et les Chinois seront réappropriés le port. Pour l'instant, ce qui se présente plutôt, c'est que la Chine se positionne comme un constructeur d'infrastructures et puis comme un gestionnaire. Et effectivement, la question s'est posée sur le chemin de fer.
puisque la gestion du chemin de fer, le capital va être donné à d'autres acteurs et a priori, ce seront des Chinois. Merci beaucoup, Sonia Le Goulenec. Je suis sûr qu'on aura beaucoup de questions sur ces enjeux. Cela me permet en fait de passer à Landry Signé parce que ce que j'aimerais qu'il nous dise dans un premier temps, c'est est-ce qu'on constate des différences dans la coopération que ces nouveaux intervenants ont avec l'Afrique par rapport à la coopération traditionnelle avec les États-Unis, avec la France, par exemple? Landry. Oui, bonjour Mamoudou, très heureux de discuter avec toi. Je pense que Frédéric mentionnait les chercheurs que tu as formés, les générations de chercheurs, et je souhaiterais souligner que je suis l'un d'entre eux. Il y a 11 ans, dont je soutenais ma thèse sous ta direction. Bonjour ou bonsoir à tous, dépendamment du lieu où vous vous trouvez. Tout à fait. Peut-être, je vais mettre des choses en contexte. Avant de répondre de manière précise à la question. Dans mon livre récent, j'explique l'une des raisons pour lesquelles il y a cette compétition entre les acteurs émergents et traditionnels, donc incluant d'ici 2030 le potentiel combiné des dépenses de consommateurs et d'entreprises aboutiront à peu près 6,7 mille milliards de dollars sur le continent pour une population de près de 1,7 milliard de dollars. Donc, on a la croissance de la classe moyenne, des dépenses de consommateurs, l'augmentation importante de l'urbanisation croissante. Il y a aussi l'industrialisation. Donc, quand on parle d'industrialisation de l'Afrique, plusieurs sont découragés parce qu'ils pensent au secteur manufacturier. Mais quand on regarde ce qu'on appelle à the Brookings Institution, les industries sans fumée, industries without smokestacks, les exportations dans ces industries ont été 6 fois supérieures à celles d'exportation dans les industries traditionnelles. Et ces industries sont reliées au secteur du service. Entre autres, on a aussi la digitalisation accélérée avec la 4e révolution industrielle, l'augmentation relative de la stabilité et l'amélioration de l'environnement d'affaires en dépit des enjeux. Donc, étant donné ce contexte, la Chine est définitivement l'acteur qui a le plus bénéficié en étant notamment le premier partenaire commercial du continent, le premier investisseur quand on parle des infrastructures, la première destination des étudiants africains, particulièrement anglophones, lorsqu'on compare aux États-Unis ou à la Grande-Bretagne, et forme de manière très importante les journalistes sur le continent. Donc, je pourrais probablement revenir plus tard sur plusieurs des caractéristiques fondamentales qui ont contribué à la nouvelle dynamique dans le cadre de la Chine. Mais peut-être avant, je veux aussi souligner le contexte. Donc, il y a peut-être 4 facteurs clés, plus de 4 facteurs, mais 4 facteurs clés lorsque on analyse la politique étrangère d'un pays, notamment des grandes puissances ou bien des puissances émergentes. Donc, l'un des premiers facteurs, c'est la prospérité ou des déterminants, la prospérité économique. Mais on a aussi les questions géopolitiques et de pouvoir. Comme deuxième facteur. Un troisième facteur peut être la paix et un quatrième facteur, les questions de principe en général. Donc, s'il faut comparer la Chine à la Corée du Sud, par exemple, ce n'est qu'en décembre 2018 que la Corée a organisé son premier dialogue, ou bien l'équivalent du sommet Afrique-Corée. J'y étais, et le but de ce forum était justement de développer une amitié réciproque entre les peuples de l'Afrique et ceux de la Corée. Donc, à ce niveau, la différence principale est que la Corée n'a pas la même capacité financière que la Chine, dont les engagements dans des secteurs considérés plutôt comme étant moins demandeurs de capitaux sont les stratégies privilégiées par la Corée dans le développement d'une amitié
pour toute question reliée aux capitaux. Il est vrai que la Corée investit aussi sur le continent, mais l'approche est beaucoup plus modeste, une approche d'amitié, d'investissement limité et surtout de faire connaître l'Afrique aux Coréens, dont ils pensent à une approche multigénérationnelle. Maintenant, quand on parle de la question de la Russie, par exemple, tout le monde a été très informé du sommet organisé en 2019 à Sochi, donc le sommet Russie-Afrique. Et là aussi, la Russie est très pragmatique au niveau économique. Par exemple, le commerce entre la Russie et l'Afrique subsaharienne a connu une croissance assez rapide, passant à 4,8 milliards de dollars comparé, et ça c'est en 2018, comparé à 1,8 milliard de dollars en 2010. Donc là, on voit la différence. La Russie n'est pas vraiment où la Chine est, mais on voit la croissance rapide. André, je pense Oui. qu'on aura l'occasion peut-être de revenir sur des cas précis, mais je pense qu'il y a une question qui émerge de ce que tu dis là. Il y a des auteurs qui ont écrit au 19e siècle sur le fameux Scramble for Africa. À l'époque, on disait déjà que c'était à l'Afrique une terre d'opportunités. Aujourd'hui, il y en a aussi, et je pense que ce que tu décris là rappelle un peu le même ordre d'idée, un nouveau Scramble for Africa, en raison justement du contexte que tu décris, de toutes les opportunités, des marchés qui vont s'ouvrir, de l'émergence de la classe moyenne. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que l'Afrique peut retirer de ça? Quelles sont les menaces? Parce que, de mon point de vue, par exemple, qui travaille sur les institutions, au regard de la faiblesse en général institutionnelle qu'on observe dans les pays africains, la faiblesse de capacité, est-ce que le continent peut absorber tout cet intérêt et en tirer profit? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Tout à fait, Mamoudou. Je pense que la multiplication de partenaires est une opportunité plutôt qu'une menace pour l'Afrique. Et évidemment, les résultats dépendront aussi de la capacité des dirigeants africains, des partenaires africains d'adopter les politiques appropriées et aussi de représenter l'intérêt général plutôt que les intérêts particuliers. Et pour plusieurs raisons, la multiplication de partenaires est une opportunité. Dans un premier temps, il y a plus de ressources financières et l'on sait que le niveau de ressources internes des pays ne réussit pas à combler le besoin en financement. Donc ça, c'est un point très important. On a aussi une variation d'approche. Que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit les Émirats arabes unis, le Brésil, l'Inde, tous ces partenaires ont une approche différente. Maintenant, les risques liés à cela sont incluent le fait que plusieurs des partenaires nouveaux ne sont pas des pays démocratiques. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir un renforcement de certains régimes non démocratiques, mais des critiques à cet argument diraient que les partenaires, par le passé, plusieurs leaders autoritaires ont aussi été soutenus par les puissances traditionnelles. Donc ça, c'est un point à prendre en considération. Et un autre enjeu aussi, la qualité des infrastructures qui sont développées, la qualité des relations économiques. Donc, en dépit de l'enthousiasme, l'une des études Afrobaromètre a souligné récemment que au moins les citoyens africains préfèrent les États-Unis comme modèle de développement à la Chine. Donc, contrairement aux idées préconçues que la Chine domine au niveau des principes, au niveau du soft power, je pense que les États-Unis restent encore des partenaires importants. Donc, alors, oui. Dernière question, parce qu'on est juste pris un peu par le temps, mais je tenais un peu à te poser cette question-là. On a évoqué, notamment Mme Drainville dans son exposé, la zone de libre-échange. On sait aussi qu'à l'échelle africaine, il y a des initiatives. Ce n'est pas nouveau, mais c'est sûr que ces dernières années, entre l'agenda 2063, la zone de libre-échange,
le n'est pas d'avance là, sur lequel toi et moi avons d'ailleurs écrit, est-ce que tu penses que cette dynamique qui est continentale et qui quand même, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, peut contribuer soit à renforcer la dynamique de coopération intra-africaine, soit peut-être en addition aussi à rendre l'Afrique moins vulnérable face à ces défis? Oui, Mamoudou, je pense que la réponse à la question est très claire. L'Afrique, sans la zone de libre-échange, représente moins de 3%, et même avec elle, représente moins de 3% des échanges ou des exportations mondiales. Donc, ce n'était même pas une option pour les pays africains de se rassembler sous la zone de libre-échange. Maintenant, il y a plusieurs facteurs qui sont importants ici. Donc, le premier facteur est de dire, en dépit du fait que la zone de libre-échange est officiellement commencée en janvier, le secrétaire général, Wamkele Mene, et plusieurs autres partenaires ont travaillé au début de la pandémie pour s'assurer que le commerce des biens et services essentiels continue, et en partenariat donc avec le Centre de prévention des maladies pour aussi sécuriser les biens médicaux pour le continent. Donc ça, c'est un facteur très important. Un second point aussi, c'est lié à l'impact. Lorsque les pays africains font du commerce entre eux, à peu près 40% de ces échanges sont faits de produits transformés, comparé à peu près 17% lorsqu'on parle des échanges internationaux. Donc, ici, il est aussi très important de souligner qu'une amélioration du partenariat au niveau et des dynamiques sous-régionales et continentales représente une opportunité unique pour le continent. Et en ce sens, les communautés économiques régionales font partie du cadre de coopération. Donc, plusieurs questions étaient posées quant au rôle que joueraient les organisations sous-régionales pour favoriser la coopération, mais ici, je souhaiterais souligner qu'elle constitue un atout dans le processus de mise en œuvre de la zone de libre-échange plutôt qu'une limite. Merci beaucoup. Merci, Landry. Je suis sûr qu'il y aura d'autres questions de l'assistance. Je vais passer à Niagale Bakayoko. Niagale, je sais que vous travaillez surtout sur les questions sécuritaires. On a beaucoup, jusqu'à présent, évoqué surtout la dimension économique, commerciale. Quels sont les enjeux géostratégiques des interventions internationales dans les conflits? Est-ce qu'on voit des effets? Est-ce qu'on voit de l'efficacité dans ces interventions? Donc, d'une part, la dimension géostratégique, et puis éventuellement, est-ce qu'on peut avoir quelques conclusions que l'on peut tirer? Bonjour, rebonjour à tous. Alors, je vous prie par avance de bien vouloir excuser d'éventuels problèmes techniques parce que vraiment, je suis au Mali et la connexion va et vient et j'ai manqué un certain nombre de remarques faites par mes collègues. Donc, je vais essayer de faire relativement vite. Je ne suis pas sûre qu'une approche en termes de géostratégie, d'un point de vue théorique, soit celle qui permette le mieux d'expliquer la présence internationale aujourd'hui sur le continent africain. Je prendrai pour exemple à la fois l'Afrique centrale à travers les interventions en République centrafricaine et dans une moindre mesure en RDC, et d'autre part, bien entendu, les interventions actuellement en cours au Sahel. On voit aujourd'hui qu'on a deux types de présence. L'une qui est celle mise en œuvre par des acteurs multilatéraux qui se réfèrent largement à la promotion de normes et de valeurs avant tout, et qui ne peut pas être mesuré en termes géostratégiques. Le deuxième type d'intervention renvoie bien entendu aux interventions de type bilatéral,
Et celle-ci, si on prend le cas de l'acteur majeur aujourd'hui en Afrique francophone, qui est la France, je ne pense pas que ce pays soit avant tout mu par la promotion d'intérêts géostratégiques traditionnels de type accès aux ressources naturelles, aux ressources du sous-sol ou de promotion d'intérêts économiques. Je ne suis absolument pas économiste, mais il est très intéressant quand même de se référer aux zones dans lesquelles la France a le plus d'intérêt économique et elle ne se situe en général absolument pas dans les zones où le pays est présent militairement. Pour moi, la présence française se justifie, pardon, beaucoup plus en termes de volonté de maintenir son rang sur la scène internationale. Il y a aujourd'hui un enjeu absolument majeur pour la France, notamment au Sahel, qui est celui de démontrer qu'elle est capable de peser, notamment en recourant à son instrument militaire, sur les évolutions politique de la zone sahélienne. On voit notamment aujourd'hui que c'est très largement à travers la mise en avant d'un danger terroriste qui pèserait sur le sol français en raison de la présence au Sahel de groupes djihadistes, qu'est justifié aux yeux de l'opinion publique française et européenne la présence de l'opération Barkhane, alors que à ce jour, à l'exception d'une attaque qui a eu lieu sans faire de victimes à Colombes au début de l'année, une toute petite ville de province française, au nom par un homme, un individu isolé se réclamant de l'un des chefs terroristes au Sahel, il est très difficile d'établir des connexions. Ce qui est fondamental aujourd'hui, si on prend le cas de la République centrafricaine, il est sincèrement très difficile d'identifier des intérêts majeurs d'un point de vue économique dans la zone. Pour moi, c'est plutôt en termes d'influence qu'il s'agit d'interpréter la présence des acteurs internationaux à titre bilatéral. La France est notamment très préoccupée par ce qu'elle voit comme une menace explicite venant de la Russie, notamment en République centrafricaine, où il est vrai que la Russie a réussi à peser de manière très importante sur la conclusion de l'accord de paix pour la paix et la réconciliation qui a été conclu il y a 2 ans, et ce qui est également perceptible à travers la présence de personnel militaire russe auprès des autorités légitimes centrafricaines, dont je précise qu'elles font d'ailleurs alliance avec, d'une part, des forces rwandaises qui appuient également le gouvernement, mais aussi avec des forces onusiennes, celles de la MINUSCA. Donc ces 3 acteurs se sont alliés, avec d'ailleurs l'approbation de la France pour contrer la nouvelle rébellion qui a été mise sur pied, une fois de plus, par l'ancien président Bozizé. Au Sahel, on a vu des tentatives de déstabilisation de la France, orchestrée manifestement par la Russie, notamment à la fin de l'année 2019, qui ont visé à soutenir un sentiment non pas anti-français, mais très opposé à la politique étrangère de la France, en provenance de groupes dits patriotes que l'on trouve au Mali. Donc je pense vraiment qu'il est extrêmement important
d'interpréter la présence internationale en Afrique aujourd'hui, y compris la présence militaire, en termes d'influence, en termes de valeurs et de normes. Mais dans ces conditions, comment est-ce qu'on explique ce qu'on pourrait, je pense maintenant, qualifier de sentiment anti-français que l'on voit tout de même émerger dans des pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, peut-être le Tchad? Comment expliquer ces aspects? Est-ce que, alors, si vous dites qu'il n'y a pas d'intérêt géostratégique, l'autre question qui se pose, c'est que ceux qui manifestent très souvent en appellent à une meilleure prise en charge des questions de sécurité par les pays eux-mêmes ou à une prise en compte peut-être plus importante des dynamiques régionales africaines ou régionales. Est-ce qu'on voit, est-ce que ce sentiment que l'on voit est totalement déconnecté de toute dimension géostratégique? Est-ce que les interventions que l'on voit sont articulées aux dynamiques locales, nationales et régionales, ou est-ce que finalement les pays africains sur ces enjeux de sécurité sont simplement des sujets et non pas des acteurs? Alors, je pense que, pardon si je peux vous retourner la question, juste qu'on s'entende sur le thème géostratégique. Pardon, qu'est-ce que vous entendez vraiment par géostratégique? Pour moi, la géostratégie, ça se fonde sur la volonté de contrôle territorial d'un espace dont on entend exploiter les ressources matérielles et politiques. Disons que c'est plutôt l'idée d'une lutte d'influence, donc à raison d'intérêt. Si on parle de lutte, alors pour moi c'est différent. Lutte d'influence, oui, mais par exemple, on a beaucoup parlé de la rivalité franco-américaine. Moi, je l'ai même étudié dans le cadre de ma thèse sur le continent. On n'est pas du tout dans cette configuration-là aujourd'hui. On est au contraire, côté français, dans une volonté très affirmée de vouloir conserver le soutien américain qui est absolument indispensable d'un point de vue opérationnel en termes de renseignement, en termes de ravitaillement, en termes de logistique, pour que la France, notamment au Sahel, puisse continuer à mener ses opérations. Donc là, on n'est pas du tout dans une logique d'opposition. Ce qui est certain, c'est que la France ne voit pas d'un bon œil la présence de plus en plus croissante d'acteurs comme la Russie ou comme la Turquie. Mais il ne faut pas oublier qu'elle affronte ces puissances sur d'autres théâtres, en Méditerranée orientale, notamment pour ce qui est de la Turquie, sur de nombreux enjeux, conflits, pour ce qui est de la Russie, que ce soit de l'Ukraine, que ce soit de la Crimée depuis au cours de la décennie passée. Donc pour moi, ça n'est pas exactement le continent africain en tant que tel qui est au cœur de cette compétition. C'est pour ça que je ne pense pas que l'idée de Scramble of Africa soit toujours d'actualité. Pour ce qui est de la Chine, il est certain que la France redoute beaucoup sa présence, mais essentiellement d'un point de vue économique. Mais la Chine n'est absolument pas un acteur en compétition avec la France et l'Europe en matière de sécurité. Je ne pense absolument pas que la Russie ait la moindre intention d'être présente militairement dans la zone sahélienne. Donc, pour répondre à votre question, sur ces enjeux et la façon dont les acteurs nationaux ont un rôle à jouer, moi je pense que ce à quoi on assiste très clairement aujourd'hui, et le théâtre sahélien est tout à fait significatif de cette réalité, c'est un constat d'obsolescence des instruments qui sont mobilisés par les acteurs internationaux, qu'ils soient mobilisés à titre bilatéral ou qu'ils soient mobilisés à titre multilatéral. On voit très bien que l'approche française de la crise au Sahel notamment, qui est très largement axée sur une doctrine de lutte antiterroriste qui se réfère elle-même à des approches très classiques et très anciennes de la contre-insurrection, apparaît totalement dépassée. Ça, c'est le cas aussi du soutien plus
indirects apportés à cette lutte antiterroriste par les États-Unis. On voit bien qu'aujourd'hui, les acteurs combattus, notamment les acteurs djihadistes, sont beaucoup plus sophistiqués qu'on ne l'a cru au départ. Et cette notion qu'on continue d'entendre en permanence de nécessité de conquérir les cœurs et les esprits me paraît complètement aujourd'hui hors de propos dans le contexte stratégique actuel, qui se caractérise au contraire par un rôle central des populations qui sont à la fois les premières victimes de toutes les violences multiformes que l'on constate, mais qui sont également des acteurs de sécurité de manière croissante, puisqu'on voit émerger et proliférer des groupes d'autodéfense, des milices communautarisées. On voit également que des groupes criminels sans lien avec les groupes djihadistes émergent, ou des groupes autonomistes qui souvent sont la manifestation de populaire de protestation contre les États auxquels on a affaire, contre le modèle d'État qui est perçu comme ayant failli à un grand nombre d'égards. Et il apparaît également que les instruments multilatéraux, qu'il s'agisse des missions onusiennes, mais plus encore en réalité des instruments mobilisés par l'Union africaine, qui reste quand même aujourd'hui le grand absent de la gestion de ces conflits, ou encore par la CEDEAO, se révèlent aussi très largement obsolètes aujourd'hui. Et je pense que les solutions sont aujourd'hui entre les mains précisément des États concernés par ces crises, qui doivent être en mesure d'affirmer la volonté qu'ils manifestent en réalité de gérer les conflits comme ils l'entendent. On a eu les résultats du sommet de N'Djamena la semaine dernière, qui masquent en réalité la situation qui est la suivante, à savoir que la solution à la gestion de la crise sahélienne est celle de la négociation, y compris avec les chefs djihadistes les plus radicaux. Les Occidentaux y sont pour certains opposés, notamment du côté français. Ce n'est pas le cas de l'ONU, ce n'est pas le cas de l'Union africaine. On voit aussi des solutions locales qui sont promues avec certains États, particulièrement le Burkina Faso, qui aujourd'hui appuie les initiatives de défense populaire ou d'autodéfense parce qu'ils estiment que leurs appareils de défense et de sécurité ne sont pas en mesure de répondre aux menaces. Donc, il me semble qu'on est aujourd'hui dans une rupture stratégique, puisque vous utilisez ce terme, où les solutions locales où les solutions locales sont en passe de devoir démontrer leur efficacité face à l'échec de toutes les solutions internationales en réalité. Justement, Niagalé, en parlant je ne sais pas si on va s'entendre ou trouver une définition très claire de ce qu'on entend par stratégie ou géostratégie, mais allons plus dans le concret, puisque l'assistance commence à poser des questions. Une des questions, mais que je peux lancer un peu à la personne qui voudra bien l'apprendre, mais très brièvement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est toujours, on revient à ce scramble. Alors, nous, on pense qu'il y en a, je pense Landry et moi, Niagalé pense qu'il n'y en a pas. Mais dans l'assistance, il y a une question qui revient sur la question de délocalisation, le besoin d'intrants de matières premières. Et la question, c'est de savoir si, dans le contexte actuel, on ne risque pas, ou on n'assiste pas, ou on ne risque pas d'assister à une bataille sur le continent africain autour du contrôle des ressources, dont on sait que le continent africain est un des principaux foyers. Landry, peut-être? Oui, tout à fait. Il est clair peut-être un point à souligner lorsque la stratégie africaine des États-Unis a été lancée en 2018 par l'ambassadeur Barton. Le point était très clair. L'une des stratégies était de s'assurer de représenter une alternative crédible aux acteurs comme la Chine, ou comme la Russie, et que Barton a qualifié de prédateurs. Donc, ça c'est un point important
à souligner dans ces différentes dynamiques, Mamoudou. Et je pense que ça s'aligne sur les questions de cette compétition et de l'importance pour les acteurs africains d'avoir une stratégie. On parle en général de la stratégie chinoise de l'Afrique, américaine de l'Afrique, française de l'Afrique. Pourquoi ne parle-t-on pas aussi de la stratégie africaine américaine, de la stratégie africaine pour la France ou pour un engagement plus global avec les partenaires internationaux? Et je pense que la zone de libre-échange constitue l'une des possibilités, l'une des stratégies, mais plus devrait être mis en œuvre. Je m'arrête là pour plus. Alors, Landry, le temps que Sonia peut-être réagisse, il y a une question qui était directement liée à ce que tu disais, parce que quelqu'un demande si les leaders africains ont un plan B. Alors, je ne sais pas s'il y a un A déjà, face à ce à quoi on assiste. Donc, Sonia, s'il vous plaît, je vous donne la parole. Oui, je voudrais répondre à ça également, du coup, avec le Scramble for Africa aussi. Je ne sais pas s'il y a tant que ça, effectivement, un Scramble for Africa, comme on dit, alors que je travaille sur une région où, pour le coup, vous avez beaucoup d'acteurs extérieurs qui sont présents. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier aussi, tout simplement, la stratégie des acteurs africains, ce qu'on appelle de plus en plus l'agency des acteurs africains, et qu'il y a beaucoup moins d'études là-dessus. Il y a beaucoup d'études sur la stratégie des acteurs français, des États-Unis, de tout ce que tous les autres font dans la Corne de l'Afrique, donc les acteurs exogènes, mais beaucoup moins de ces acteurs africains. Et moi, dans mon cas, chacun a sa stratégie. Hein. Donc, les Chinois servent de devenir une puissance globale, mais les Éthiopiens d'être une puissance à revenu intermédiaire d'ici 2025, les Djiboutiens d'être un Singapour sur la mer Rouge. Donc, chacun a ses propres intérêts et est responsable des limites et des problèmes qu'ils pourront avoir à suite. Mais si on reprend l'exemple de la semaine dernière de la visite du président djiboutien à Djibouti, en France, il est quand même reçu à l'Élysée. Le président français est allé le recevoir en bas des marches et c'est quand même à quelques mois des élections présidentielles où il sera le seul candidat. Donc la France a reçu aussi cet acteur-là dans ce contexte-là, quelques mois avant des élections. On peut se poser des questions aussi là de qui mène le jeu et qui mène l'agenda. C'est assez intéressant. Donc ouais, juste dire attention justement à cette vision moi je trouve du Scramble pour Africa, ça rencontre aussi des acteurs africains qui ont leur propre stratégie, leurs propres intérêts et priorités également. Alors Sonia, comme je vous disais, il y a une question qui vous est directement posée qui consiste à… Quelqu'un se demande si… les États-Unis ? Le retrait, oui. Le retrait que l'on voit des États-Unis sous l'administration Trump, si on pourrait assister à une inversion de tendance, notamment dans la Corne avec l'administration Biden, compte tenu de peut-être la compétition que les nouveaux acteurs posent aux États-Unis. Alors déjà, j'ai presque envie de questionner, est-ce qu'il y a vraiment un retrait américain? Alors certes, voilà, est-ce qu'il y a un retrait américain? Parce que les États-Unis, sous Trump… Il y a une continuité totale de la politique étrangère américaine depuis Clinton, quel que soit le titulaire du pouvoir. Donc, pardon, Sonia, je t'interromps. Non, mais voilà. Je me disais, il y a eu la parenthèse Trump avec quelques annonces fortes de suspension des aides à l'Éthiopie sur les négociations pour le barrage sur le Nil. Mais en fait, le rapprochement Éthiopie-Érythrée, c'est aussi dû à la présence de l'ambassadeur Yamamoto, l'ambassadeur américain, qui a beaucoup joué derrière. Il y a toujours 4000 hommes à Djibouti. Donc, bon, il y a eu la présence de Trump, mais le Trump, ça a été dans les discours et pour tout le continent, pas que pour la Corne. Si Joe Biden a une approche de sa politique étrangère libérale, comme il semble annoncer, je pense qu'il y aura une continuité, voire une forte présence, parce que Al-Shabaab s'étend dans le reste de l'Afrique de l'Est, parce qu'il pourrait revenir sur le retrait des forces américaines de Somalie, peut tout à fait revenir, parce que là, il y a eu beaucoup d'annonces de fait, et c'est pas pour rien que Abiy, le Premier ministre éthiopien, a attaqué le Tigray le jour des élections américaines. C'est qu'il craignait une réponse des États-Unis et il craignait la réaction américaine. Et donc là, les États-Unis disent que la suspension des aides, ça n'est plus à cause du barrage, mais à cause de la situation humanitaire. Donc, et si les Éthiopiens sont dans une grande processus de communication là, un peu partout dans le monde, c'est aussi parce qu'ils craignent cette réaction américaine. Donc, et puis les Américains sont toujours présents à Djibouti. Et au moment où on parle de lutte pour les ports, de guerre pour les ports dans la mer Rouge, d'un arrivée de la Chine, d'un retour de la Russie, etc., je ne pense vraiment pas qu'on soit dans une dynamique de retrait, au contraire. Moi, je dirais l'inverse. Je vais laisser la parole à Niagalé parce que
Elle n'a pas eu l'opportunité de réagir. Magali, est-ce que vous voulez dire… Oui, pardon, oui, moi je suis totalement d'accord avec Sonia. Sincèrement, la politique étrangère et de sécurité américaine, il y a une très grande continuité, comme je le disais, depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que l'Afrique est considérée au dernier rang des priorités stratégiques américaines. C'est triste à dire, mais ça a toujours été le cas. Il y a eu ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique américaine. Aujourd'hui, sous Trump, mais déjà sous Obama et dès Clinton, on voyait une volonté, notamment économique, de contrer la progression de la Chine, mais non pas pour des enjeux propres à l'Afrique, mais parce que la Chine est définie, non pas seulement depuis l'accession au pouvoir de Donald Trump, mais depuis une vingtaine d'années, comme le pire compétiteur des États-Unis qu'il convient de contrer sur tous les théâtres, y compris le théâtre américain. À mon avis, un petit bémol à ce que je viens de dire et à ce que dit Sonia, je pense que l'arrivée de l'équipe Biden pourra changer quelque chose sur le front du multilatéralisme. Parce qu'en réalité, le dossier sur lequel l'administration Trump a beaucoup pesé, ce n'est pas en dépit des déclarations d'intention qui étaient propres à l'ancien président, disant nous allons quitter l'Afrique avec ses shit-hole country, etc. Mais en réalité, l'engagement des troupes de l'Africom, notamment, sont restés absolument constants. En revanche, il s'est opposé très clairement à l'extension des budgets, notamment de la MINUSMA, sans succès, mais avec succès, son administration s'est opposée à la mise sous chapitre 7 du G5 Sahel. Ils ont refusé de donner un mandat offensif au G5 Sahel et ce qui va se produire, c'est le sens de l'annonce qui a été faite par le secrétaire d'État lors du sommet de N'Djamena, Blinken. Il va y avoir aux Nations Unies, sans doute, un vote en faveur d'un passage sous chapitre 7 de la force du G5. Et c'est plutôt sur le front du multilatéralisme qu'à mon avis, les États-Unis, sur le plan sécuritaire, encore une fois, moi je ne parle pas des questions économiques, donc je suis très modeste sur ces questions-là, mais c'est sur ce front-là que les États-Unis seront sans doute adeptes d'une politique différente. Merci beaucoup. Landry? Oui, merci Mamoudou. Il y a une différence claire sous l'administration Trump de politique étrangère américaine ou bien de politique africaine des États-Unis. Dans un premier temps, s'il faut parler d'un point légèrement positif, Trump est l'un des premiers présidents à avoir, sinon le premier à avoir adopté lors de son premier mandat une stratégie africaine. Donc ça, c'est… Non. Toutes les administrations ont eu des stratégies africaines, toutes. Non, je dis durant le premier mandat. Vous voyez la différence? Ce n'est pas le premier à avoir adopté une stratégie africaine. Obama l'a adopté avant lui d'autres, mais Trump l'a adopté durant le premier mandat, dont les autres en général adoptaient au second mandat. Donc ça, c'est une première chose. Donc la seconde chose aussi, c'est que si de manière théorique, la politique africaine des États-Unis avait l'air exceptionnelle, présentée par Trump, avait l'air exceptionnelle. En ce qui concerne la mise en œuvre, pas grand-chose a été fait. Ça, c'est un deuxième point extrêmement important et ça explique la différence. Au contraire, plusieurs des cadres qui existaient déjà, tels que la conférence États-Unis-Afrique où les leaders venaient discuter des questions économiques et donc faisaient des progrès pour les investissements, entre autres, tous ces éléments n'ont pas été mis en œuvre. Un troisième point est aussi, Trump n'a jamais visité l'Afrique subsaharienne, ce qui est rare dans l'histoire récente des États-Unis. Donc, on a un ensemble de facteurs qui démontraient très clairement et aussi avec plusieurs engagements, puisque ici à Washington, D.C., on travaille régulièrement avec, Brookings s'engage régulièrement avec le corps diplomatique africain. Il était très clair. Trump a loupé la plupart des opportunités d'apparaître comme étant un acteur crédible sur le continent africain. Ayant dit ceci,
Biden a été l'un des premiers, durant la campagne, à avoir une annonce d'une stratégie africaine incluant pour la diaspora, reliée à la diaspora. Peut-être qu'il n'y a pas encore le lancement officiel de la stratégie africaine de Biden, mais même durant la campagne, avant les élections, il était déjà très présent. Donc, je pense qu'il va y avoir un changement de cap avec, au moins au niveau économique, avec l'administration Biden. Et maintenant, pour les autres questions stratégiques, la question peut être plus complexe. Merci beaucoup. Alors, dernier petit point, je vous demandais de réagir en 30 secondes si vous voulez. Il y a une question sur alors, je ne sais pas comment il faut présenter, mais ça parle de triangulation, mais ça me rappelle une conférence à laquelle j'assistais à Ottawa, où il y avait le représentant spécial de la Chine pour l'Afrique, et puis d'autres, des diplomates, et quelqu'un a évoqué ce point en disant, mais et si les partenaires traditionnels et nouveaux coopéraient avec l'Afrique, donc dans une dynamique d'ensemble. Puis je me souviens que ça a suscité énormément on va dire, de réticence, notamment de la part des acteurs africains qui préféraient, à la limite, mettre en compétition les acteurs que de se retrouver dans une situation où les différents partenaires s'entendaient, parce qu'ils voyaient ça comme des partenaires qui s'entendraient alors sur le dos des Africains. Est-ce qu'on voit ce type de dynamique? Est-ce que c'est souhaitable? Qu'est-ce que vous en pensez sur les différents enjeux sur lesquels vous travaillez? Bon, peut-être pour la sécurité, c'est peut-être un peu différent, mais vous me direz ce que vous en pensez. Je commencerai par Sonia, si vous voulez. Hein. On va peut-être laisser la parole à mes collègues pour l'instant. Néagali? Je n'ai pas forcément très bien compris la question, pardon, parce que j'ai eu une interruption. Quelle est l'instrumentalisation des acteurs locaux? Pas l'instrumentalisation, plutôt une sorte de coopération, de collaboration, puisqu'on a souvent parlé d'affrontement du risque d'affrontement entre partenaires traditionnels et nouveaux. Est-ce qu'on voit ou est-ce que c'est souhaitable qu'on ait une sorte on va dire, d'articulation des différentes interventions? Moi, je ne crois pas du tout, bon, je l'ai dit, Sonia l'a dit, moi, je ne crois pas du tout à un affrontement des puissances internationales sur le continent africain, ça n'est jamais arrivé. Quand on parle d'affrontement Niagalé, il ne s'agit pas nécessairement de parler on va dire J'ai compris, pas de guerre, je suis d'accord. Non, mais en revanche, je pense beaucoup qu'il y a une compétition, parce que l'affrontement me paraît un terme fort, sur mes dossiers, encore une fois, comme je l'ai dit, sur les questions de normes et de valeurs. Je pense que l'arrivée d'un plus grand nombre d'acteurs sur le continent, y compris d'acteurs non occidentaux, qu'il s'agisse de la Chine, qu'il s'agisse de la Russie, a un impact majeur sur le modèle de gouvernance qui est promu à l'échelle africaine. Je pense qu'il y a aujourd'hui une mise en concurrence de différents modèles. Les Occidentaux, notamment côté européen, faisant la promotion d'une gouvernance de type très démocratique, d'autres acteurs, y compris la Chine, y compris la Turquie, y compris l'Inde, y compris les pays du Golfe également, ne sont pas sur ce registre-là. Pour parler des pays du Golfe, on sait très bien que le registre religieux est extrêmement important et que ce registre religieux influe également sur les modèles politiques. Puisque si aujourd'hui on voit que cette question, par exemple au Sahel, de savoir s'il convient de négocier ou pas avec des acteurs dits terroristes, justement par les acteurs occidentaux, elle démontre qu'on prive ces acteurs de leur dimension politique et du projet politique qu'ils portent. Et ce projet politique est soutenu par d'autres acteurs internationaux. C'est pour ça que cette notion d'influence et de compétition des modèles normatifs et politiques me paraît absolument essentielle. Je ne prétends pas qu'il n'y a pas d'enjeux économiques, bien entendu. Je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, donc je ne m'en revendiquerai pas, mais je constate
que cette compétition en termes normatifs est extrêmement puissante et malheureusement suscite un trop faible intérêt. Juste pour terminer, parce que j'ai vu dans les questions qu'on me posait la question de savoir pourquoi j'avais mentionné le président Bozizé dans la guerre actuelle, mais tout simplement parce que lui-même revendique d'avoir mis sur pied cette nouvelle coalition du CPC pour s'opposer au gouvernement actuel. Donc voilà, je pense que ça, c'est un fait. Alors, pardon, je n'avais pas bien compris effectivement la question. À l'université, mais pardon. Ma connexion s'est interrompue. Je pense que je vais, Sonia, je vous donne quelques secondes et puis je terminerai avec Landry. Oui, parce que j'ai vu aussi sur les questions des choses sur l'impérialisme français, les Français sont en sous-main, etc. Alors bon, on peut, dans ce cas-là, on peut aussi interroger l'impérialisme chinois. Hein. Tout n'est pas beau et bien dans tout ce qui se passe. Hein. Dans la Corne de l'Afrique, je vois quand même qu'il se passe des choses assez inquiétantes. Et effectivement, je suis assez d'accord avec ce que dit Niagalé sur le registre religieux. Je sais que les pays du Golfe sont très présents dans la Corne de l'Afrique et Djibouti a modifié aussi sa constitution en 2010 en mettant l'islam comme religion d'État, ce qui n'était pas le cas avant. Et on s'est demandé si ce n'était pas aussi un geste vers l'Arabie saoudite qui aide beaucoup le pays. Et il me semble effectivement que depuis 2012, notamment en Chine avec Xi Jinping, on a aussi une concurrence sur le continent idéologique, effectivement, qui est bien plus directe avec l'Occident. Et ça, c'est des choses qu'on a remarquées, notamment en Éthiopie, par exemple, où finalement, les Éthiopiens étaient maoïstes quand les Chinois l'étaient et sont devenus capitalistes d'État en même temps que l'idéologie chinoise, en Chine, en tout cas, a évolué. Donc, moi, j'ai l'impression que la compétition se fait plus sur ces aspects-là. Et c'est vrai que quand une base chinoise s'est installée à Djibouti à quelques mètres des Français, des Italiens, des Américains, les Djiboutiens me disaient qu'on pensait que ce serait moins grave idéologiquement d'accueillir des Chinois, que les Français, les Américains, vous le prendriez mieux que si c'était les Russes. Vous voyez, je rajoute un troisième élément. Eux-mêmes disent que les Russes, peut-être idéologiquement, ça pose plus de soucis aux Occidentaux que les Chinois. Donc, je pense que cette compétition, elle va être surtout sur ces aspects idéologiques, sur les aspects démocratiques, sur lesquels les Occidentaux sont assez pointilleux, avec les limites que j'ai dit aussi tout à l'heure lorsqu'on reçoit des présidents un peu démocratiques. Alors, Landry, dernier mot. Oui, je vais être bref. Je pense qu'il faut faire une distinction entre les partenaires étatiques et les partenaires privés. Donc, les points notés par Niagalé, Sonia sont valides pour les questions de coopération étatique et dans une certaine mesure, parfois, quand le secteur privé est impliqué. Cependant, on assiste à une collaboration croissante d'acteurs du secteur privé qui s'engagent avec des pays qui ne sont pas supposés être des pays qui partagent des valeurs similaires. Et donc, ce point-là est vraiment important à prendre en considération parce que lorsqu'on parle de la coopération ou de la compétition ou de la coopération entre différents acteurs émergents ou des puissances traditionnelles sur le continent, si d'un côté, parfois le discours peut être très coercitif au niveau étatique, les entreprises provenant de ces mêmes pays vont assez souvent se retrouver en train de collaborer pour la mise en œuvre de stratégies d'affaires ou bien économiques. Merci beaucoup, Landry. Merci, Sonia. Merci, Niagalé. Frédéric, je ne sais pas si tu redeviens maître du bateau. Non, En ce qui me concerne, je pense qu'on en a terminé. Je pense qu'on a eu une belle discussion. Merci à tous les trois. Merci à tous les participants. Je pense qu'on a mis la table pour les séances à venir. Donc, en ce qui me concerne, je pense qu'on pourrait arrêter là. Impeccable. Je me joins à tes remerciements vraiment à tous les trois, Landry, Niagalé, Sonia. C'était vraiment un plaisir de vous entendre et de vous revoir. Effectivement, Zoom nous permet de revoir des amis chers qui parfois ont disparu depuis quelques années. Je vais simplement vous inviter tous et toutes à revenir demain à 11h, heure de Montréal, pour le deuxième panel qui va porter sur les mouvements sociaux.
en Afrique. Donc, rendez-vous demain, mardi. Merci beaucoup, Mamoudou, pour une animation de très grande qualité. Merci beaucoup. Merci, Frédéric. Merci. Merci, Mamoudou. Merci. Merci à tous. À toutes. Au revoir. Merci, au revoir.